quand on regarde d'un point de vue historique l'histoire de l'énergie, il n'y a absolument pas de transition. Moi, ça ne me gêne pas, à la limite, qu'on parle de transition au futur comme un concept normatif, mais le problème, c'est que souvent, cette vision de la transition comme quelque chose qu'il faut faire advenir, elle s'ancre dans une histoire qui n'existe pas. C'est une histoire, par le passé, on aurait des transitions du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, et maintenant, il faudrait faire advenir une nouvelle transition face à la crise climatique. Et donc, le problème, c'est que face à cet énorme défi qu'est la crise climatique, quelque chose qui est absolument sans précédent, on a recyclé des manières de voir l'énergie, des manières de penser le développement des techniques qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut affronter. Donc c'est vraiment plutôt, disons, ce caractère ambigu de la notion de transition qui donne l'impression que les choses sont quand même qu'on maîtrise le développement et qu'il faut accélérer un développement du capitalisme et de l'innovation qui, par le passé, nous aurait permis de faire des transitions énergétiques. Non, en fait, il faut bien voir que le capitalisme, l'innovation, malgré des progrès indiscutables et malgré sa performance en termes d'inventivité, ne fait pas du tout advenir des transitions. C'est fondamentalement une histoire de cumulation, une histoire d'addition, d'empilement, à la fois des énergies et des matières premières. Parce que là, on parle beaucoup d'énergie à cause du CO2 et à cause du changement climatique, mais en fait, ça vaut pour toutes les matières premières. C'est fondamentalement l'histoire matérielle de l'humanité, c'est une histoire d'accumulation. C'est très difficile de voir des matières premières qui sont devenues obsolètes. Après des siècles d'innovation et de produits de synthèse, etc., on n'a pas d'exemple de matières premières dont on se passe entièrement. Si vous prenez même les principales matières premières qu'on consomme depuis 1950 jusqu'à 2015, sur les 60 principales matières premières, il n'y en a que 5 qui ont diminué. Et quand elles diminuent, c'est qu'il y a des interdictions. C'est l'amiante, par exemple. L'amiante, c'est toxique. Certains pays l'ont interdit. Ça produit des diminutions. Ça n'a pas disparu du tout, mais ça a diminué. La seule matière qui diminue par phénomène un petit peu, disons, d'obsolescence, c'est la laine de mouton, qui est remplacée par des fibres synthétiques, mais c'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc voilà, c'est que quand on parle trop légèrement de transition énergétique, d'innovation pour résoudre les questions environnementales, on dit quelque chose qui est contraire à l'essentiel de la dynamique du capitalisme dans son rapport à la matière. C'est ça qui m'embête. C'est-à-dire au collège, on apprend que la révolution industrielle, c'est un basculement du bois au charbon. Manque de peau, la consommation de bois, elle ne fait qu'augmenter au moment de l'industrialisation. Et les pays les plus industriels sont ceux qui consomment le plus de bois. Bon. Et donc pourquoi parce qu'en fait, même si on va utiliser par exemple moins de bois pour faire de l'acier, en Angleterre, on n'utilise plus de bois pour faire de l'acier au 19e siècle, il y a une sidérurgie au charbon, ça c'est vrai, ça n'empêche pas qu'il y a plein de technologies liées à la révolution industrielle qui reposent sur le bois. Rien que les mines de charbon. Si vous prenez les mines de charbon anglaises en 1900, elles consomment 4,5 millions de tonnes de bois. Alors ça paraît complètement abstrait, 4,5 millions, c'est plus que ce que l'Angleterre consomme de bois au 18e siècle. Vous voyez, une transition énergétique, on consomme plus de bois uniquement pour l'énergie, parce que là on parle de galeries des mines qu'on doit étayer, qu'on doit soutenir, donc c'est pour produire de l'énergie, en fait, ça consomme plus de bois que ce qu'on brûlait directement au XVIIIe siècle. Donc on voit bien la dynamique en fait de symbiose, c'est un point sur lequel j'insiste, c'est l'histoire de l'énergie, c'est une histoire de symbiose d'énergie et de matière. C'est pas que le bois résisterait face au charbon, non, c'est que le bois il est stimulé en fait par la consommation de charbon. L'autre exemple c'est les chemins de fer, évidemment, on aurait dû appeler ça des chemins de bois. Les chemins de fer, ça consomme beaucoup plus de bois que de fer. Parce qu'il faut remplacer tout le temps les étais, les traverses des chemins de fer. Et ça, aux États-Unis en particulier, ça consomme des quantités absolument astronomiques de bois. Quand on parle de 20 millions de mètres cubes par an, c'est des chiffres absolument gigantesques. Donc on est sur une histoire qui est profondément d'addition, d'accumulation, de symbiose. Et pour autant, la culture générale, celle qui est avec nous quand on parle du changement climatique et de la transition qu'il faut faire, elle est complètement phasiste. Il y a cette idée qu'on serait passé donc, au XVIIIe siècle du bois, de l'hydraulique, un XIXe siècle du charbon, un XXe siècle du pétrole, et cette histoire, elle est radicalement fausse. Donc vraiment, c'est au contraire, ma vision des choses est parfaitement conventionnelle, parce qu'elle s'ancre dans l'histoire, en fait. C'est au contraire la vision de la transition qui est très hétérodoxe. Et d'ailleurs, si on prend l'histoire de la réflexion sur l'énergie, la notion de transition, elle est tout à fait minoritaire, en fait, et marginale, en vérité. C'est très tard qu'elle s'impose dans le débat public. Dans les décennies 70, pour dire les choses vite. Il y avait des pubs assez célèbres qui expliquaient qu'on allait remplacer le charbon, que tout ça était fini. Alors, si on veut aller dans l'histoire de la réflexion sur l'énergie, faut bien voir que les experts, c'est-à-dire les géologues, les économistes, les forestiers, les pétroliers, ceux qui s'y connaissent au fond et qui regardent les statistiques, jamais ils parlent de transition. Jusque dans les fin des années 60, début des années 70. Parce qu'ils savent très bien que le charbon, c'est pas remplacé par le pétrole. Enfin, c'est une évidence pour tout le monde. Enfin, comment dire, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça. Et tout simplement parce que le pétrole, ça sert à quoi? Ça sert à faire avancer des voitures au XXe siècle. Et les voitures, ça consomme énormément de charbon pour les produire.
Dans les années 30, pour produire une voiture, il faut en gros 7 tonnes de charbon. C'est à peu près autant que le pétrole en masse que la voiture va brûler dans toute sa durée de vie, parce qu'il faut de l'acier, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'on fait du verre. Et ça, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de bizarre, quoi. Enfin, vraiment, on a une vision de l'histoire de l'énergie qui est transitionniste, alors que vraiment, de manière très très simple, c'est une histoire d'accumulation et de symbiose. Et donc, la question qui se pose, c'est comment ça se fait que cette notion ait rencontré autant de succès? Comment elle est utilisée maintenant? Qu'est-ce qu'elle nous empêche de penser maintenant? Quel genre d'options alors c'est pas des solutions parce qu'il n'y a pas de solution en vérité, mais quel genre de réponse en tout cas, ça permet de mettre sous le boisseau. C'est un peu ça, à mon avis, la question intéressante.